très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi je suis Christian Clot, le directeur de Human Adaptation Institute, qui travaille sur la capacité humaine d'adaptation. Et donc François Matins qui a participé à l'expérience Deep Time aux côtés de Christian. Voilà, donc on va essayer de vous présenter assez rapidement cette expérience qui est un peu particulière. Donc notre métier chez Adaptation Institute, c'est de questionner la capacité qu'on a de s'adapter quand on est confronté à des systèmes, à des organismes ou à des instants extrêmes. Je vous montre une petite vidéo. Il n'y a pas de son pour l'instant, mais ça devrait venir. Sociaux, nous les humains. Donc je me suis dit, il faut qu'on monte une mission de ce type, enlever un des éléments fondamentaux, le temps, avec un groupe, dans un milieu naturel, sans contact avec la surface. C'est Deep Time qui est né. Voilà, c'est vraiment la question qu'on se pose. Alors Deep Time c'était particulier, on a depuis maintenant quelques années avec Adaptation Institute, on questionne dans des situations réelles de vie, au moment où on est dans des conditions extrêmes. Alors la condition extrême, ce n'est pas forcément un milieu extrême, mais c'est un moment où on est désorienté, un moment où on ne comprend plus ce qui nous arrive et on doit régénérer une compétence par rapport à la nouvelle situation. Et quelque part, notre question c'est que se passe-t-il dans le cerveau, que se passe-t-il dans le corps, comment les systèmes émotionnels sont en jeu, et est-ce qu'on arrive à comprendre finalement quels sont les mécanismes adaptatifs d'un humain face à des conditions nouvelles. Or, ce qui s'est passé assez simplement, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, vous l'avez tous vécu, on le vit encore aujourd'hui avec les masques. En 2020 est arrivée la Covid et a eu deux conséquences assez étonnantes. La première, évidemment, c'est qu'elle a touché le monde entier avec pratiquement 5 milliards de personnes confinées au même moment sur Terre, ce qui est exceptionnel. Mais surtout, elle a provoqué des anxiétés et des désorientations qu'on n'avait jamais connues à une telle échelle, puisqu'à un moment donné, 40% de la population se considérait en fatigue mentale profonde et surtout, plus étonnant, en perte de notion du temps. À savoir que les personnes n'arrivaient plus à se paramétrer, n'arrivaient plus à comprendre comment fonctionnait leur journée, comment se projeter dans le futur. Or, la capacité à s'adapter à une situation nécessite la projection temporelle dans le futur. Comment est-ce que j'imagine, ne serait-ce que le lendemain ou le mois suivant? Et ça, 40% de la population l'avait perdu. Et on s'est dit, comment ça se fait qu'alors certes, on était confinés, il y avait des modifications, mais on avait toujours le soleil, on avait toujours les montres, on avait toujours tous ces éléments temporels. Pourquoi tant de monde s'est trouvé perdu et en perte de notion du temps dans cette situation? Et c'est pour ça qu'on a monté Deep Time, une expérience dans une grotte, sans accès aux montres, sans accès au soleil, sans accès à l'extérieur. Et on a monté, alors je vous passe les détails, on a monté 4 tonnes de matériel dans la grotte pour pouvoir s'installer de manière complète et ne pas être en camping simplement, mais être vraiment dans un système d'installation, certes sommaire, mais néanmoins fonctionnel, pour pouvoir vivre correctement dans cette grotte. Et un jour, le 14 mars 2020, 15 personnes sont rentrées dans la grotte. Et je vais laisser François nous décrire cette première arrivée dans la grotte pour cette équipe. Oui, c'était une expérience assez incroyable, surtout que quand on découvre la grotte, ce qui a été mon cas, ça a été une perte totale de repères qui a été assez fascinante, parce que comme l'a dit Christian, on va s'enfermer, surtout en période de Covid, donc ce qui est quelque chose qui est forcément pas naturel, dans le noir, sauf à une lumière artificielle que vous avez sur le front, dans une grotte qui est magnifique, la grotte de Lombrive, dont vous avez quelques images ici, qui vous fait un peu transposer entre à la fois Voyage au centre de la Terre de Jules Verne et Indiana Jones, l'Arche perdue. Donc vous arrivez dans un environnement qui n'est pas du tout naturel, mais qui en reste quand même assez magnifique, comme vous pouvez le voir derrière. Et c'est à la fois très déstabilisant parce que vous êtes dans une période un peu stressante et vous avez beaucoup d'appréhension, mais en même temps, vous avez beaucoup de bonheur à aller dans un environnement qui est magnifique.
Donc en 2 mots, on avait une installation en 3 parties, enfin 4 parties pour être plus précis. Un premier, le numéro 1, qui était le lieu de vie. Donc là, on avait vraiment installé un système complet de possibilités de vie avec un plateau, des tables, des chaises, avec une gazinière, avec de l'électricité, enfin tout ce qu'il fallait pour finalement vivre assez correctement, avec de la nourriture pour 60 jours. Donc on n'est pas limité par rapport à ça. Donc on a une possibilité de s'installer de manière totale. On a ce qu'on appelait notre soleil à nous, c'est cette boule lumineuse que nous décidions d'allumer ou d'éteindre. C'était plus une injonction du soleil ou d'une montre. C'est nous qui, si on était assez nombreux, on se disait tiens, aujourd'hui on allume, enfin maintenant on n'allume pas. Deuxième milieu extrêmement important pour nous, c'était à 800 mètres de là, la case scientifique. C'est là qu'on pouvait aller mener nos études scientifiques. Il fait 100% d'humidité dans la grotte et 10 degrés. Donc 100% d'humidité pour les machines, vous connaissez tout ce que ça veut dire, ça ne marche pas longtemps. Donc on a installé des systèmes de protection d'humidité pour pouvoir travailler quand même et faire de la science de haut niveau, on en parlera un tout petit peu. De là, on pouvait partir soit dans le monde exploratoire, puisque cette grotte est très vaste, elle fait plusieurs kilomètres avec plusieurs niveaux, on descend en rappel et autres. Et pour moi, c'était extrêmement important quand j'ai choisi la grotte d'avoir la capacité d'exploration, puisqu'on verra ça plus tard, mais la capacité de projection passe aussi par la capacité d'imaginer le territoire dans lequel on va aller. Et c'est ce qui s'est passé, je crois que tout le monde aimait bien l'exploration. Oui, c'était assez fascinant. Alors, il y avait aussi un paradoxe parce qu'on avait un peu d'appréhension dans le sens où beaucoup d'entre nous, initialement, n'avaient jamais fait de spéléologie ou d'escalade ou autre. Et donc ça, c'est Christian et d'autres personnes nous ont formés. Et on avait vraiment cette excitation, c'est-à-dire au-delà du travail de routine et scientifique qu'on devait faire, là, de se dire qu'on apprenait des choses pour aller pouvoir faire de l'exploration dans un milieu qu'on ne connaissait pas du tout, c'était vraiment quelque chose qui nous a motivés à nous transcender, à nous dépasser pour faire certaines choses qu'on ne connaissait pas du tout initialement. Parce que ce que dit François, c'est extrêmement important. Nous travaillons sur des personnes novices, lambda, sans préparation de plusieurs années, comme les astronautes qui partent dans l'espace ou les militaires qui partent sur le terrain. Nous, on prend des personnes qui sont de la vie de tous les jours et on essaie de voir comment ces personnes arrivent à se réadapter à un nouveau système de vie, malgré, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, leur incompétence initiale. Et de voir comment ça peut fonctionner. Et c'est vrai que l'exploration, on verra ça un tout petit peu, a été fondamentale dans cette capacité de se donner envie d'exister dans ce territoire. Et puis le dernier milieu extrêmement important, évidemment, qui est aussi accessible par la case scientifique, c'est le lieu de vie, le numéro 3, le lieu de sommeil, pardon. Lieu de sommeil qui est symbolisé par ces tentes. Chaque personne avait une tente à elle et à lui. On a 7 femmes et 8 hommes et tout le monde peut s'isoler dans son espace avec une règle assez simple. Tout le monde doit vivre à son rythme. Je vais dormir quand je suis fatigué, je me lève quand j'ai assez dormi et personne n'a le droit de réveiller personne. Personne n'a le droit d'imposer une tâche à personne. Tout doit se faire de manière, si possible, coopérative et avec les rythmes de chacun dont on va voir, ils vont se désorganiser assez rapidement. Et encore une fois, comment on fait pour se donner un rendez-vous, comment on fait pour travailler ensemble lorsqu'on n'a pas d'horaire dans un système. Et ça, c'est pas inintéressant parce que ça pourrait un jour arriver quand même, un système où on va perdre la capacité horaire. Il y a quelques simulations aujourd'hui qui sont faites dans des pays, s'il y a des coupures générales, des systèmes électriques de conditions des horaires. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera intéressant de le voir. Donc on avait cet espace et le matin, imaginez-vous le premier matin quand vous vous réveillez. Alors on est au lieu de vie, mais vous êtes dans votre tente, vous avez le noir total autour de vous. Votre premier réflexe, c'est de chercher votre téléphone portable ou votre montre pour savoir quelle heure il est. Parce que nous paramétrons comme ça. Quand on se réveille, on regarde l'heure. S'il est 1h du matin et que ce n'est pas notre horaire, on se rendort. S'il est 6h du matin, on se lève. Chacun ses horaires. Mais concrètement, quand on n'a plus ça, quand on se réveille, on est obligé de réécouter ses propres signaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a totalement perdu et qui pourtant sont fondamentaux parce que c'est ça qui nous donne comme les indicateurs. Je ne sais pas comment tu as vécu ta première nuit, toi, mais... Oui, c'était... avant même de se coucher, ça obligeait aussi à une rigueur et une hygiène parce que, comme disait Christian, à 100% d'humidité et 10 degrés, vos habits sont mouillés et sont humides très rapidement. Donc, au moment où vous alliez vous coucher, vous êtes obligé de vous astreindre à une rigueur pour mettre tout dans des sacs plastiques. Donc, le processus pour aller se coucher était aussi épuisant en lui-même, mais ça vous obligeait à cette rigueur pour pas le lendemain matin voir vos affaires complètement trempées. Donc, déjà, ça permettait de se préparer à aller se coucher. Et après, moi, c'est quelque chose, et je pense qu'on est beaucoup d'autres à l'avoir vécu,
qui est assez extraordinaire et je pense on ne le revivra jamais. C'est-à-dire qu'on allait se coucher vraiment parce qu'on était épuisé. C'est-à-dire que j'ai rarement aussi été épuisé de ma vie. Donc en gros, dès qu'on se mettait dans le lit, les lumières s'éteignaient tout de suite. Et un sentiment qui était assez fascinant. Et moi, je l'ai vécu du coup pendant 32 cycles, on y reviendra, donc l'équivalent de 32 nuits. Je me suis réveillé donc naturellement 32 fois en ayant les batteries rechargées à 100%. C'est-à-dire que jamais à mon réveil, je n'ai eu le sentiment de fatigue. C'est-à-dire que c'est vraiment mon corps qui me disait « ça y est, maintenant tu es en pleine forme, tu n'as plus besoin de dormir, tu te réveilles ». Et ça, c'est un sentiment qu'on ne connaît pas dans le monde actuel parce qu'il y a toujours des facteurs exogènes, de la lumière, du bruit, voilà, un rythme du quotidien qui fait que vous vous réveillez. Et ça, ce sentiment qu'on a eu à la grotte, ça a été quelque chose qui a été assez incroyable parce que d'un côté, on était épuisé très rapidement, mais en même temps, on avait une capacité à recharger nos batteries. Et la nuit n'a jamais été aussi réparatrice que pendant la grotte. Oui, ça c'est un point important, hein. On reçoit aujourd'hui le nombre d'injonctions temporelles en une journée qu'on recevait en un mois il y a ne serait-ce que 50 ans. Et cette notion d'injonction temporelle, hein, les horaires, les téléphones, les mails, les réseaux sociaux, bref, tout ce qui aujourd'hui paramètre nos vies sont gigantesques et ne sont qu'exponentiels. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, et c'est celle qu'on s'est posée avec Deep Time, c'est est-ce que nos cerveaux sont capables de gérer, de générer encore plus d'injonctions temporelles? Est-ce qu'on est capable d'avoir de plus en plus d'obligations et de systèmes qui se raccourcissent, de temps qui sont de plus en plus courts pour faire les choses? Et là, quand on est dans la grotte, forcément, tout ça disparaît. On n'a plus d'injonction temporelle, on n'a plus de timing précis et on doit gérer un système qui pourtant va devoir faire des tâches parce qu'on n'est pas là non plus que pour s'amuser dans la grotte. On a là, ce tableau, je vous le montre juste, c'était notre organisation, hein, la NASA nous l'envie encore aujourd'hui, c'était pour savoir qui était où. Comme dans la grotte, il n'y a rien qui fonctionne en termes de système, eh ben, on avait ce tableau qui disait qui était où, parce que vous avez vu qu'il y a 800 mètres de distance entre le lieu de vie et le lieu de sommeil, de nouveau 200 mètres par rapport au lieu scientifique et ainsi de suite. Ces distances sont volontaires, hein, c'était pour qu'on puisse avoir tout le bruit qu'on voulait au lieu de vie sans gêner du tout l'espace scientifique ou l'espace de sommeil. Mais forcément, ça voulait dire qu'on ne savait pas forcément qui était où. Il fallait poser ses magnettes là où on allait. Et je crois qu'on a passé tout notre temps à remettre en place les magnettes des autres parce qu'on oubliait tous de le faire, mais ça, c'est un autre problème. Alors, on avait aussi les tableaux de liaison, là où on voit François en train d'écrire, qui nous permettaient quand même d'avoir des contacts et des liaisons. Et par exemple, on pouvait écrire sur ce tableau, François pouvait écrire, je vais organiser une activité X, je vais rester là, si vous avez envie de participer, venez me voir, et puis on le fait ensemble. Et comme ça nous permettait d'avoir un peu quand même une organisation. Oui, ces tableaux étaient vraiment indispensables, parce que quand on s'est assez rapidement désynchronisé, pratiquement jamais, à 2 ou 3 exceptions, on a eu les 15 équipiers qui étaient en même temps à la base vie. Et donc ce tableau de liaison était indispensable pour pouvoir un minimum s'organiser et transmettre des messages qui étaient importants en termes de sécurité, en termes d'organisation, en termes de planification. Et on a dû aussi s'astreindre à une rigueur et une nécessité de communiquer, parfois de manière indirecte, via ces petits tableaux. Et alors ça reste très basique, mais on s'est rendu compte que ça a permis de s'organiser, parfois de déconflicter certaines situations qui auraient pu empirer si on n'avait pas mis ce petit outil simple. Notamment, on avait forcément un point qu'on voulait éviter, c'est d'avoir des crises entre les personnes, d'avoir des conflits entre les personnes. Donc on a été extrêmement proactif sur les conflits. À l'instant où il y avait la moindre discussion qui était en antagonisme, aussi petite soit-elle, automatiquement on réunissait les personnes présentes. On s'asseyait, on prenait une décision par rapport à la situation qui devenait commune et on l'inscrivait au tableau pour qu'elle soit ensuite partagée à l'ensemble du groupe. Ce qui fait qu'au final, grâce à cette méthode et aussi à la volonté de chacune et de chacun de coopérer au maximum, nous n'avons eu aucun conflit durant les 40 jours de grotte, malgré l'absence de temps et une nourriture pas toujours simple et beaucoup de conditions difficiles. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important et qu'on a pu observer de manière très précise, cette capacité de très rapidement anticiper et réduire les conflictualités pour pouvoir passer à un système fonctionnel. Ouais, moi, ça m'a d'autant plus fasciné pour terminer cet aspect-là que l'aventure humaine était d'autant plus complexe qu'au-delà des conditions. Et imaginez-vous être dans une coloc à 15 personnes avec des gens qui ont des personnalités complètement différentes de 25 à 50 ans. Il y a toujours des petites tensions sur quelqu'un qui prend plus de Nutella ou qui ne fait pas la vaisselle. Et dans ces conditions-là, le petit accrochage peut prendre des proportions assez gigantesques. Et grâce à ça, on a vraiment réussi à n'avoir aucun conflit. Et moi-même, ça m'a surpris de voir qu'il n'y a pas eu de gros clash. Il y a eu des petites tensions, mais comme dans tout groupe humain. Et le groupe a bien vécu, malgré ces conditions qui étaient quand même difficiles.
On passe très rapidement hein, sur ce qu'on a fait dans la grotte. Après, on va plutôt aller sur la partie scientifique, mais vous dire quand même un peu ce qu'on y faisait. Donc, on avait plusieurs activités dans la grotte qui étaient des activités nécessaires. Hein, forcément, on avait tout d'abord évidemment la gestion du camp, hein, la gestion de l'intendance, la gestion de la quantité de nourriture. Ça, vous connaissez ça très bien. C'est nécessaire de le faire tous les jours, évidemment. La capacité d'aller chercher de l'eau. On n'avait pas d'eau accessible, donc il fallait monter à la corde pour aller à 20 mètres de hauteur dans un boyau où il y avait le lac suspendu où on pouvait aller chercher de l'eau. Donc ça, c'était une activité qui prenait quand même pas mal de temps. Et il fallait ensuite la purifier, évidemment. Une activité liée au sport et à l'électricité, puisqu'on avait ces vélos pour pédaler, qui non seulement permettaient d'avoir une activité physique, mais également de charger des batteries pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire afin de faire nos travaux scientifiques. Ça, c'est d'ailleurs un point très intéressant. Sur ce qu'on accorde comme tâche à un objet et à un système. Si vous accordez 2 tâches à un système, il est fort probable que si une des 2 tâches ne fonctionne plus, l'autre tâche s'arrête aussi. Par exemple, pour les vélos, on devait donc pédaler pour faire du sport et se maintenir en forme et charger des batteries. Il se trouve qu'au bout de quelques cycles, le système de charge de batterie est tombé en panne et n'a plus fonctionné. Heureusement, on avait un système secondaire de raccordement, mais le système est tombé en panne. Et tout le monde a arrêté de faire du vélo. Les gens se plaignaient au bout d'un moment de ne pas faire de sport, de ne pas faire d'activité physique. Les vélos étaient toujours là. On pouvait toujours les utiliser, mais plus personne n'y allait dessus. Et ça, c'est intéressant parce qu'on observait ça dans beaucoup de conditions différentes, dans certains systèmes de crise. Lorsqu'un outil a 2 tâches, lorsqu'une des 2 tâches s'arrête, la plupart du temps, l'outil s'arrête, même s'il pourrait servir à une autre tâche. Donc ça, c'est assez intéressant dans ce qu'on accorde comme périmètre à un système. Et une petite anecdote sur les vélos aussi. Donc moi, j'étais dans la grotte en charge de la gestion de l'énergie. Donc je devais un peu quand même regarder qui faisait du vélo pour pouvoir alimenter, en tout cas du moins au début. Et donc on avait estimé qu'il fallait qu'environ les gens pédalent 1 heure, 1 heure et demie par cycle pour pouvoir avoir un flux dans la grotte. Ceci sans avoir de montre, hein, donc comment est-ce qu'on pédale 1 heure et demie, voilà. Exactement, Ça, et donc moi je disais, bon bah voilà, c'est à toi, on verra comment on se répartit derrière. Et donc on voyait une personne qui revenait après avoir fini sa séance de vélo. Et là je lui disais, bah alors, évidemment je faisais pas ça, mais je disais, bah ça fait pas 1 heure, 1 heure et demie. Il fait, ouais mais d'où ton heure et demie elle vaut plus que la mienne. Et là vous répondez quoi quand vous n'avez aucun référentiel? Donc après, c'est de la discussion, se dire oui, mais quand même. Donc on avait essayé de réfléchir à mettre en place un système en disant voilà, 1 heure, 1 heure et demie, ça fait à peu près ça. Quand tu prends un bouquin, c'est tant de pages. Quand tu fais ça, mais ça reste très subjectif. Sachant que si je vous faisais, alors on n'a pas le temps de le faire ce matin, mais si je vous faisais faire des exercices sur votre propre perception du temps, on constaterait que dans la population, si je vous fais percevoir 1 minute de temps, on va être de 15 secondes à 1 minute 30, avec à peu près 10% pour chaque 10 secondes de différence dans la population. Donc en fait, on a des différences gigantesques de perception du temps lorsqu'on est dans un système anomique temporel. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'heure de François perçue n'est pas l'heure de Christian et n'est encore moins l'heure d'autres personnes. Donc ça veut dire que c'est très difficile de s'accorder sur un temps nécessaire pour faire une tâche. Donc ça, c'était effectivement assez rigolo. Parmi les activités encore, alors évidemment, il y avait la gestion des toilettes et du système sanitaire qui n'était pas si simple. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on est quand même au XXIe siècle. On n'a toujours pas trouvé de toilettes faciles à installer qui permettraient de récupérer l'urine et les déjections pour pouvoir en faire quelque chose. Aujourd'hui, on est encore très limité là-dessus. Il y a des systèmes qui valent des millions qui permettent de le faire, mais aujourd'hui, il n'y a pas de système bon marché qui permettrait de le faire. J'invite d'ailleurs toutes les personnes dans ce salon à se poser cette question. Il y a un problème majeur de toilettes dans le monde aujourd'hui et le résoudre, ce serait résoudre beaucoup de choses, que ce soit pour le militaire ou pour le civil. Mais c'est un autre détail. Donc nous, on avait les toilettes sèches comme ça se fait dans pas mal d'endroits. Et il fallait donc sortir régulièrement les bidons de déchets, que ce soit les eaux usées, les toilettes et autres. Et on avait donc un sas dans lequel on avait déposé ces bidons. L'extérieur venait les récupérer, mais on n'avait jamais de contact ensemble. Et puis ensuite, ils étaient vidés et on pouvait continuer notre activité. Bien sûr, des activités loisirs aussi nécessaires pour arriver à se détendre, et ça c'était toujours très important, mais qui ont baissé au fur et à mesure du temps. Je précise que j'ai gagné le tournoi de tennis de table de la grotte, ce qui est quand même assez important. Bon, il jouait tout seul aussi. Hein. Il l'avait mis contre le mur et il jouait tout seul. Non, c'était terrible.
Et évidemment à l'extérieur, alors je ne vais pas vous faire on va passer un peu vite là-dessus, mais on avait évidemment toute une équipe à l'extérieur qui était à l'entrée de la grotte, donc qui s'était protégée dans la grotte et qui faisait tout le travail d'aller vider les bidons, de faire de temps en temps des lessives et autres pour nous, et puis de surveiller la grotte. J'en arrive quand même à ce qui est le plus important, c'est les typologies d'études qu'on a menées dans la grotte, parce que c'est pour ça qu'on y était, hein, quand même, c'est pour paramétrer la capacité d'adaptation. Donc on a une douzaine de domaines de recherche, avec un système de travail relativement simple, relativement simple, mais qui est quand même très efficient. On fait une cartographie avant d'entrer dans le territoire de toute l'équipe, donc cartographie cérébrale, corporelle, émotive et tout ce qu'est la personne, hein, avec des IRM, avec des machines qu'on ne peut pas déplacer dans une grotte. On refera la même cartographie juste après la sortie, donc le jour de la sortie. Ça nous permet de voir les différences cartographiques entre ces systèmes, donc comment le cerveau a évolué, comment le système corporel a évolué, comment les émotions ont évolué, comment le système de posturologie a évolué. Et puis ensuite, évidemment, on essaie de faire plein d'études in situ avec des machines qu'on ne peut pas emmener comme des IRM, mais avec des machines différentes pour pouvoir paramétrer finalement cette capacité qu'on a d'adaptation et ce qui va faire qu'on est passé d'un état à un autre. Nos études portent sur la cognition, la psychologie, la physiologie, la psychiatrie, avec tout ce que ça représente, la prise de décision, le système émotionnel, le système sympathique, parasympathique, enfin tous ces systèmes qui nous permettent de fonctionner dans des systèmes complexes, avec pour nous un travail extrêmement important sur les sensorialités et les émotions qui paramètrent la décision. Donc on a plus ou moins montré de plus en plus dans nos travaux que chaque décision est paramétrée par une émotion préalable, et donc on travaille beaucoup sur le système émotif. On travaille aussi évidemment sur le collectif, avec le comportement social, la sociologie, l'éthologie, l'écologie systémique, bref, tout ce qui permet à l'équipe de fonctionner de manière commune et ou de ne pas fonctionner justement, et comment l'individu, donc son propre système émotif, influence sur le groupe et l'émotion collective, qui est finalement la base même de nos capacités décisionnelles par rapport au paramétrage nécessaire de la compréhension. On travaille là, alors voilà, avant on fait un certain nombre de travaux, hein, ça prend à peu près une vingtaine d'heures par personne, hein, de paramétrer tout ce qu'on veut faire, donc c'est quand même très conséquent. On refera la même chose à la sortie, et puis évidemment à l'intérieur, ensuite on a des systèmes non IRM, mais quand même d'électroencéphalographie, de NIRS, donc on peut étudier l'électricité, l'oxygène en périphérie du cerveau. On utilise des systèmes de réalité virtuelle aussi pour pousser certaines situations et voir jusqu'où on peut aller. On utilise évidemment tout ce qui sont les prélèvements sanguins, salivaires et autres pour ce qui est hormonal et tout ce qui est cardiaque. Le sommeil, bien entendu, les actimétries, comment les personnes bougent, comment elles dorment et autres. Des systèmes de gélules qu'on avale aussi, qui sont fabriqués par Celsius et qui permettent de déterminer la température centrale en permanence, donc minute après minute, pour voir l'évolution de la température centrale, parce que vous savez que cette température centrale n'est pas fixe dans une journée, mais évolue en fonction des moments de sommeil, des moments de vie et autres. Sachant que les ordinateurs qu'on voit, évidemment, ont été paramétrés pour ne plus avoir accès à l'horaire, hein, donc on n'avait pas l'horaire sur les ordinateurs. Et puis on avait aussi des smartphones cross-call, là encore sans horaire, pour pouvoir travailler, faire un certain nombre d'études. Et puis malgré tout, quelques papiers, parce qu'on n'arrive pas à tout faire encore sur des machines et qu'on doit garder parfois un peu de papier. Et c'est vrai que pour les équipes, c'était pas mal de temps de remplir les papiers. François adorait ça d'ailleurs. Tous les jours, il me disait, mais quand c'est qu'on fait du papier, tout ça, bon. Et, voilà. Et puis enfin, évidemment, tous les systèmes émotifs et tous les systèmes sensoriels. Donc là, je vous en ai mis qu'un parce qu'on ne va pas non plus tous les mettre, mais ici, je vous ai mis les odeurs parce que c'est un des plus importants pour nous. Parce que vous savez que les odeurs sont directement reliées aux cellules cognitives, alors que les autres sens sont traduits par les cellules cognitives, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, ça veut dire que l'odorat est fondamental dans la capacité de perception d'une situation. Et quand on arrive à paramétrer, à comprendre comment les odeurs influencent l'émotion et donc la décision, on comprend beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on commence même à utiliser, enfin nous on le fait dans les expéditions de recherche, on commence à utiliser les odeurs comme des soutiens de décision, parce qu'on a constaté qu'elles permettaient soit de calmer, soit d'améliorer, soit d'accélérer des systèmes de mémoire. Et donc par exemple, quand vous apprenez quelque chose à quelqu'un et que vous le reliez à une odeur, vous êtes sûr que si la personne sent cette odeur sur le terrain, automatiquement le geste va revenir, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est des choses qui pourraient être intéressantes dans le futur aussi, dans la manière de former et d'utiliser certains sens pour mieux aider les personnes dans les situations difficiles. On avait des caméras
pour filmer l'ensemble de ce qui se passait, afin qu'on puisse étudier en termes méthodologiques l'ensemble des interactions sociales. Et puis on avait aussi des systèmes où on pouvait parler pour pouvoir décharger un peu et avoir des informations sur comment les gens allaient et comment ils se sentaient. Il y a eu 3 phases un peu dans la grotte. Une première phase qui est assez logique. Hein. Ces 3 phases, on s'y attendait, elles font partie de... Ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on étudie les systèmes de crise et les personnes plongées dans un système nouveau, donc un système peu habituel. Et on retrouve les 3 mêmes phases systématiquement avec des longueurs différentes. Elles ont bien été présentes là. La première phase, c'est toujours l'intérêt, l'attrait. Quand vous avez une nouvelle situation, même si elle est terrible, il y a un côté où on se pose la question, on essaie de trouver des solutions, c'est ce qu'on appelle plutôt la réaction. On l'a eu avec la Covid, hein, avec le début du confinement, on est passé au télétravail, on a fait tout ça. C'est la réaction. Et là, on est très très fort en tant qu'humain pour ça. On va très vite là-dedans, on réagit, on met en place des choses, on s'intéresse, on apprend. Alors dans le cas présent, en plus, il y avait tout à apprendre, hein, la grotte, la manière de fonctionner, la spéléologie, la manière de dormir, bref, tout. Puis en plus, l'absence de temps, il ne faut pas l'oublier. Donc on a pendant environ une semaine ce qu'on appelle une mémoire temporelle. Donc ce que vous aviez comme rythme en surface va perdurer sous terre. D'ailleurs, on s'est assez peu décalé, on le voit sur les données aujourd'hui. Puis arrive une deuxième période qui est très logique aussi, qu'on appelle la période d'apathie, qu'on a vécue un peu, hein, qui tout simplement est répondante à la première, puisque dans la première, vous utilisez énormément l'énergie cognitive, vous faites travailler votre cerveau à plein, puis à un moment donné, il est fatigué. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous, c'est vraiment ce moment-là qu'on étudie le plus, c'est que se passe-t-il quand on tombe et qu'on sombre et qu'on n'arrive plus à trouver de solution, en fait. Et évidemment, si vous êtes comme ça au moment de l'engagement, vous êtes dans un système de danger. Donc on doit éviter au maximum ceci, et pourtant ça arrivera forcément à un moment donné à un autre à toute personne vivant un système nouveau et un système d'engagement. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup le paramétrer, il va être à différents niveaux. Nous, il était assez fort, puisque pendant un certain nombre de cycles, pour vous donner un exemple clair, nous travaillons sur les échanges en interaction sociale. Nous avions entre 1200 et 1500 interactions sociales dans la première personne, nous en avions 200 de la deuxième période. Donc il y a une chute totale de l'intérêt d'interaction sociale et de la capacité d'avoir des interactions sociales durant ces moments-là. Donc c'est vraiment les moments clés. En gros, si on arrive à éviter ces moments, on est performant en permanence. La question, c'est comment est-ce qu'on les évite? J'ai mis cette photo pour toi, François. J'avais inventé un système d'hibernation qui était assez efficace. Au début, tout le monde se moquait de moi, et en fait, j'ai lancé une petite secte au sein de la grotte qui permettait de garder l'énergie et on ne dormait pas, on se mettait en veille. Et donc du coup, les sacs de couchage nous ont beaucoup aidé à tenir dans certains moments. Donc il y a François dans le sac de couchage quand même, hein, je tiens à le préciser. Voilà, pour ceux qui le connaissent, vous en parlerez longtemps, je le sens. Donc c'est vrai que voilà, on était au camp où il y avait cette sorte d'apathie, où il n'y avait plus beaucoup d'échanges et autres. À un moment donné, il y a eu cette nécessité de relancer la machine. Alors nous, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui fait qu'on va sortir de cette apathie? On travaille beaucoup là-dessus. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun moyen de sortir de l'apathie s'il n'y a pas un injecteur externe et une notion externe qui rentre en jeu. En l'occurrence, ils ne le savent pas, mais aujourd'hui, on peut commencer à le révéler. Ça avait été décidé avant d'entrer dans la grotte, ce que serait ce paramétrage externe. Le paramétrage, il était basé sur 3 tâches qu'on devait faire dans la grotte, qui étaient de faire des photographies des glyphes, de nettoyer la grotte, parce qu'il y a des centaines d'années de déchets, et de faire la topographie 3D de la grotte. Ces 3 tâches avaient été reliées à une personne qui attendait la tâche. Nettoyer la grotte, c'était pour la directrice de la grotte qui s'appelle Catherine. Faire la topographie, c'était pour le club de spéléo. Les glyphes, c'était pour le club de spéléo, et la topographie pour une personne qu'on connaissait aussi. Ces personnes, ils les connaissaient. Lorsque j'ai décidé de relancer la machine, je leur ai dit, dis donc, ça fait quand même plusieurs cycles qu'on est là et les tâches n'avancent pas. Là, il y a eu une première réaction. Ah ouais, mince, on ne fait pas le boulot. Puis pendant les 2 cycles suivants, il n'y a toujours rien qui s'est passé. Et puis là, j'ai réuni l'équipe, ceux qui étaient présents, et je leur ai parlé ce jour-là, non plus des tâches, mais des personnes qui attendaient ces tâches. Et l'instant d'après, on commence à marquer au tableau des responsables de groupe, des responsables d'équipe, qui allaient faire cette tâche, et c'est reparti comme en 14, et on a réussi à remettre en route l'équipe sans aucune difficulté.
Ça, c'est vraiment important parce qu'en réalité, ce qu'on constate de plus en plus aussi dans nos travaux, c'est que même en cas d'engagement, même en cas de forte volonté, il est extrêmement difficile de mettre en œuvre une personne qui sort d'un système d'apathie sans que ce soit relié à un système émotif. Et cette émotion, elle est souvent reliée à je fais quelque chose par rapport à une personne ou des personnes et non pas par rapport à un système ou une tâche. Et ça, c'est vraiment important parce que ça a été la différence, quoi. Ouais, nous, comment on l'a vécu quand Christian nous a parlé ça, c'est vrai qu'on était dans une phase où on était fatigué, on se désynchronisait beaucoup et on était vraiment on se doutait qu'on était à peu près à un tiers, la moitié de l'expérience. On se disait, c'est vraiment de plus en plus dans, on se dit, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Vraiment, c'était assez dur. On commençait à se poser certaines questions et il y a eu vraiment cette motivation. Et moi, comment je l'ai interprété, c'est que, surtout avec le recul à la sortie, c'est aujourd'hui, au lieu de pousser des objectifs chiffrés, il faudrait un peu plus pousser sur le sens de la mission. Et c'est là aujourd'hui ce qui nous a beaucoup plus motivés, c'est nous expliquer la finalité de la mission, les valeurs qu'il y avait derrière et à qui notre travail pouvait bénéficier plutôt que nous atteindre. Et si Christian nous a été venu avec des objectifs chiffrés en disant qu'il faut faire tant par jour parce que c'est comme ça, eh ben, je suis sûr que ça nous aurait beaucoup moins motivés et on aurait eu beaucoup moins de résultats in fine. Oui, alors évidemment, quand vous... Dans beaucoup de métiers, on travaille là-dessus, on travaille sur le sens, on travaille sur l'objectif, encore plus dans les engagements armés. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif à très long terme est complexe à comprendre pour un humain. Il faut redonner ce même sens sur des objectifs très précis à court terme qui sont aussi riches de sens par rapport à la tâche précise, non pas par rapport à l'objectif générique qu'on est en train d'essayer de mener. Ça, on a des... Alors, je ne les ai pas mis aujourd'hui, mais on a pas mal de chiffres là-dessus, quoi. Donc voilà, on s'est mis à faire ces tâches, ça a plutôt bien fonctionné. Et je vais vous montrer maintenant un petit peu mieux 2-3 données scientifiques qu'on a sorties. Alors on est en train d'analyser les données, hein, c'est très long, il y a beaucoup de choses, on pourra donner certaines conclusions scientifiques l'année prochaine, mais je voulais quand même vous montrer 2-3 graphes qui ont été faits par l'équipe scientifique. Donc l'équipe scientifique, elle est dirigée par Stéphane Bénard et moi-même, et puis là en l'occurrence c'est un travail que mène Benoît Mauvieux de Comet à Caen, sur le sommeil, parce que c'est pas inintéressant, sur les rythmes veille-sommeil, sachant que nous on n'avait plus de rythme donné par les horaires extérieurs de 24 heures, mais par nos propres rythmes. Et ce qu'on constate là, c'est donc pour une des personnes, un des sujets, Romdé, sur ses horaires. Donc on voit déjà le nombre de cycles. Alors je vais plutôt vous montrer la prochaine, MKM. On voit sur ces cycles, alors déjà ça s'arrête à 29, parce qu'en réalité nous avons eu une moyenne de 32 cycles dans la grotte, et on est sorti à 32 cycles et non pas à 40. Donc ça veut dire que déjà nos cycles étaient beaucoup plus longs que 24 heures. On a une moyenne de cycles de 32 heures. Donc ça c'est déjà un premier fait intéressant. On a quasiment une dizaine de jours de différence entre le temps surface et le temps intérieur. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait nouveau, il y a des études qui ont été faites sur des personnes solitaires, mais ça n'a jamais été aussi marqué sur des personnes en groupe. La deuxième chose intéressante, et ce que me montre bien ce graphique-là, c'est qu'il n'y a pas de régularité. Contrairement au système où on est basé sur 24 heures, où on s'impose à rester dans un système de 24 heures, nous n'avons là, on le voit, hein, quasiment aucune nuit, aucune journée qui est de la même durée. Et ça, c'est vrai pour les 15 personnes dans la grotte, sans exception. On voit aussi, évidemment, pour l'instant, ce sont des constats, hein, je ne sais pas si on le voit là, on a par exemple ici cette journée-là, hein, qui dure 48 heures. Donc le bleu, c'est le temps d'éveil, le rouge, c'est le temps de sommeil. On a des journées qui vont jusqu'à 48 heures et des temps de sommeil correspondants. Et si je montre maintenant la durée des cycles globaux, mais on voit qu'on arrive à des cycles de 60 heures, de 50 heures, de 48 heures. Donc on n'est plus du tout sur des cycles de 24 heures. Ce qu'on a commencé à constater dans la grotte, et avec toutes les études qu'on est en train de faire, c'est que nous avons mis en place non plus une horloge biologique, non plus une horloge synchronique par rapport au système de la rotation de la Terre, mais bel et bien une horloge sociale. Et si au début, on est dans une forme de stabilité, c'est-à-dire qu'on a à peu près une stabilité durant les premiers jours qui correspond à ces fameux jours de mémoire temporelle, ensuite, ça devient très erratique, complètement erratique, mais quand même avec une forme de régularité. Puis tout d'un coup, ça va dans tous les sens ici. Et ça, c'est entre autres parce que c'est la troisième période où on se met en action et on a besoin d'être avec d'autres personnes spécifiques pour faire certaines tâches. Et là, très naturellement, et toujours sans réveil, hein, on peut le confirmer, on s'est mis à se réveiller selon le besoin et non plus selon nos propres rythmes.
Et donc on a ajusté nos rythmes par rapport aux besoins des tâches et ça a fonctionné très bien. On a pu faire des tâches extrêmement complexes qui demandaient des connaissances qu'on n'avait pas forcément initialement. Et le besoin des tâches, c'est aussi quelque chose, moi, que j'ai constaté, hein, je ne sais pas si ça se verra scientifiquement, mais on avait l'impression qu'il y avait une synchronicité qui s'était mise en œuvre avec les affinités sociales qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que bizarrement, on se réveillait à peu près en même temps, alors qu'initialement on avait des rythmes qui n'étaient pas forcément les mêmes, avec des gens qu'on appréciait, et on se retrouvait de temps en temps au même moment, souvent au même moment, avec des gens avec qui on avait plus d'interactions sociales que d'autres avec qui on n'en avait pas. Voilà, donc ça c'est une des horloges sociales, par exemple, on voit les moments où on était en interaction, donc on voit qu'évidemment on n'a plus aucun rapport avec le temps surface, puisqu'ici entre minuit et 1h du matin on est très actif, on est de nouveau actif vers 4h du matin, voilà, on n'a plus du tout de rapport au rythme soleil, et ça c'est aussi des choses intéressantes, ça veut bel et bien dire que dans un système où on quitte l'imposition temporelle connue, on génère une temporalité qui n'a plus rien à voir avec tout ce qu'on connaît, et ça s'est bien confirmé sur les 15 personnes dans la grotte. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui, on pourrait en parler longtemps. J'ai vu que Stéphane Bénard était par là, donc je pense qu'il va pouvoir être là aussi. Il y a François Matins qui est là encore. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Moi, je vais devoir vous laisser parce que malheureusement, j'ai un rendez-vous avec l'un de vos responsables politiques. Donc je vais devoir y aller maintenant, mais on me trouve sur LinkedIn. Et puis François est là pour continuer à vous répondre si jamais vous avez des questions. Et je vous remercie en tout cas d'avoir bien voulu nous écouter pendant quelques instants. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, notamment juste à tout à l'heure, Christian, pour la sortie. Donc quand on est sorti, moi je me souviens, j'étais dans mon 32e cycle, donc 30e cycle, donc un cycle jour-nuit au lieu de 40 jours. Personne nous a cru. Enfin, en tout cas, on a cru personne en arrivant quand on a vu l'extérieur, donc Jérémy Roumian. Et il y a vraiment des gens, et le sentiment qui est assez féant, c'est qu'on était profondément triste de sortir. Parce que la grotte, on se l'était appropriée, on avait un rythme de vie qui était assez incroyable et on sentait qu'on allait devoir retrouver à la normalité à l'extérieur, ce qui était assez compliqué. Et ça, on l'a pas tous bien vécu forcément dans la sortie. Donc le sentiment de liberté où comme on était enfermé à clé, on pourrait se dire bah, vous êtes libéré à la sortie. En revanche, beaucoup l'ont pris, et c'est vrai, ce qui était assez paradoxal, c'est que voilà, on était dans la grotte du 14 mars au 24 avril. Et bah, paradoxalement, on était tous beaucoup plus libres que vous à l'extérieur. Puisque, ne serait-ce un truc tout bête, mais on n'a pas parlé du Covid une seule seconde pendant la grotte. On n'avait pas de masque. On faisait des dîners à 15 quand on voulait. On avait autant d'interactions sociales qu'on voulait. Donc, toutes un peu les carcans de la liberté qu'on peut se donner à l'extérieur en disant on peut aller se balader où on veut, on peut être connecté, on peut accéder à n'importe quelle information. Au final, c'était plus important pour nous, parce que la vraie liberté, c'était d'avoir un rythme qui était totalement autonome et pas soumis à des mails, des deadlines, des rendez-vous, et une capacité à avoir une interaction sociale qui était complètement débridée, qui n'était pas du tout soumise à aucun code. Et ça, c'était pour nous la vraie liberté. Tout ça. Une deuxième enseignement, c'était vraiment l'aspect coopération, où moi, qui était assez fasciné, qui a parfois une vision assez obscène des rapports sociaux, j'étais incroyablement surpris de voir que même dans un environnement complexe, voilà, avec un rythme qui était quand même difficile, quand même 100% d'humidité, 10 degrés, donc vous êtes mouillé tout le temps, donc psychologiquement, physiquement c'est dur, et ben malgré ça, on a quand même réussi à coopérer, à faire des tâches complexes et à avoir un groupe qui a bien vécu, ce qui est quand même un enseignement qui est très rassurant sur certaines situations qu'on va pouvoir potentiellement connaître. Et donc l'idée c'est d'aller, ce que va faire Christian avec un autre groupe également, c'est de faire l'adaptation 4x30, de partir dans des conditions très difficiles, donc chaud et sec, froid et humide, chaud, humide et froid et sec, pour pouvoir tester les limites du corps humain, l'adaptation dans des environnements contraints. Donc Christian va faire ça dans l'année prochaine, enfin on va lancer la première expédition l'année prochaine là-dessus. Donc ça, c'était le groupe qui j'ai vécu pendant 40 jours, assez incroyable. Pour ceux que ça intéresse, le livre Deep Time que Christian a écrit est sorti la semaine dernière, donc il relate un peu toutes les expériences, les anecdotes, qui est facile à lire, hein, même moi j'ai découvert plein de trucs dans la grotte, puisque vous savez, comme on était décalé, il y a plein de choses que certaines personnes ont vécues que moi je n'ai pas du tout eu accès, et inversement. Et donc c'était assez fascinant de voir que même pour avoir vécu 40 jours avec certaines personnes, j'ai découvert des choses dans le livre parce qu'on avait un rythme qui était tellement décalé, qui a fait que l'expérience chacun était vécue de manière un peu différente.
Et moi, il y a un enseignement que j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui me connaissent, je suis un peu hyperactif et je fais plein de choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé de retrouver dans la grotte, et ça vraiment, c'est très compliqué de retrouver ça aujourd'hui, c'est cette capacité à ne rien faire. Le plaisir de ne rien foutre, c'est quelque chose où vraiment, c'est quelque chose qui était assez incroyable. Un, parce que dans la grotte, quand vous faisiez rien, déjà, vous ne savez pas combien de temps c'était. Donc déjà, c'était appréciable. Et de deux, comme c'était accepté socialement de ne rien faire, vous n'aviez aucune pression à se dire bah, j'ai rien fait aujourd'hui, et personne n'allait vous le reprocher derrière. Et du coup, vous aviez une liberté parfois à décrocher, à se dire bah ouais, bah là, je ne vais rien faire au sens strict du terme. Et c'était assez fascinant. Et moi, cette liberté cognitive m'a permis vraiment de dégager du temps de cerveau disponible que je n'ai jamais au quotidien. Et ça m'a permis de débloquer des situations que j'avais sur des projets ou des idées que j'avais en tête qui ont ressurgi d'un seul coup. Et dire, mais pourquoi je ne l'ai jamais fait? Mais en fait, ouais, il n'y a aucune raison. Et donc, j'ai commencé à gribouiller et c'est des choses que j'ai lancées à la sortie. Et ça, c'était très appréciable. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai appelé l'ennui constructif. C'est quelque chose sur lequel on devrait vraiment retrouver de temps en temps dans notre monde hyper connecté. On est toujours nécessité de faire plein de choses. Et ben, parfois, ne rien faire, c'est peut-être un peu reculer pour mieux sauter parce qu'on avait une puissance de réflexion dans la grotte qui était assez fascinante. Et un deuxième enseignement qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est assez marrant, c'est que dans la grotte, quand on se posait des questions, ce qui arrivait 1 million de fois par jour, vous n'aviez pas Google ou Siri pour vous poser la question. Donc en fait, celui qui avait raison, c'était celui qui était le plus convaincant. Et du coup, c'était assez marrant parce qu'on avait des débats assez souvent. Et en fait, celui qui avait le plus d'éloquence et qui n'était pas toujours de bonne foi, hein, mais qui avait le plus de bagou, à la fin disait bon bah ok, ça doit être vrai puisque il nous a convaincus. Et ça, c'était assez marrant quand vous coupez tous les référentiels qu'on peut avoir de vérification des preuves dans un groupe social. Et au final, c'était ça passait assez bien et il y a eu des débats assez enflammés. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, vraiment, je suis à votre disposition. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et en général, il y en a plein, donc je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un micro. Ouais, il y a un micro. J'ai deux petites questions, Yes. François. La première, est-ce qu'à un moment donné, et notamment quand vous êtes arrivé dans la phase où on vous a un peu challengé sur, au fait, on avait des missions, est-ce qu'il y a une notion de hiérarchie, parce que vous avez parlé beaucoup avec Christian de coopération dans l'esprit, est-ce qu'il y a quand même un moment où il y a une hiérarchie qui a essayé de se mettre en place? C'est une très bonne question. C'est un sujet qui s'est posé, c'est-à-dire que dès le début dans la grotte, il n'y avait aucune relation hiérarchique. Il y avait juste Christian qui, en tant que chef d'expédition, avait une autorité sur les questions de sécurité, parce que ça, c'était indispensable, il faut absolument. En revanche, Christian ne s'est jamais positionné en chef hiérarchique. Et c'est là où aussi c'est fascinant, c'est les gens se sont autodésignés responsables en fonction d'une appétence, d'une curiosité qu'ils voulaient avoir. Moi, typiquement, j'ai dit, je vais prendre responsable énergie, j'y connais rien, mais je vais apprendre des trucs et je vais faire de mon mieux. Et puis je m'appuierai sur d'autres compétences. Donc il y a une autoresponsabilisation qui s'est faite. Et inversement, d'autres qui ont dit, moi je veux surtout pas de responsabilité. Ça aussi c'était intéressant aussi. Et là aussi, il y a quelque chose qui a un sens, c'est que moi avec le recul, je me suis rendu compte que en fait on n'a pas besoin de chef, on a besoin de leader. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Christian, et même c'était pas du tout l'objectif social de la grotte, on nous a ramené à une logique hiérarchique en disant je suis ton responsable, donc tu vas faire ça. C'était vraiment nous ramener à l'exemplarité, aux sciences de la mission. Et juste, c'était une logique à créer du dialogue et à responsabiliser de manière individuelle. Et du coup, c'est ça qui a été rassurant. Et je ne dis pas alors que les chefs, ça ne sert à rien, mais on se rend compte que si on avait plus de leaders, peut-être qu'on serait peut-être un peu plus efficient dans pas mal de choses qu'on fait, parce que le rapport hiérarchique, c'est toujours un aveu de faiblesse. Si on ramène ça en disant « je suis ton supérieur », donc tu dois faire ça, ramener à un ordre, c'est peut-être un peu moins puissant que si on ramenait à des valeurs communes et à un objectif commun. Intéressant, merci pour ces réflexions. Ma deuxième petite question, c'est par rapport à ta dernière remarque sur l'introspection à laquelle tu arrives à un moment donné. Justement, on arrive. Est-ce que c'est venu assez vite ou est-ce que c'est plutôt pendant la phase d'ennui Ouais, c'était plutôt dans la phase d'ennui parce que la première phase, si tu veux, on était tellement sous l'eau, on avait tellement de choses à faire qu'en fait, on s'est pas posé des questions. On devait fabriquer le camp, on devait aller chercher de l'eau, on s'est mis en œuvre tellement rapidement qu'une fois qu'en gros, on avait, on va dire, créé notre petit confort, c'est là où on a commencé à se reposer. Et comme on n'était plus dans le jus, c'est là où on a vraiment
commencer à se poser des questions existentielles. Et c'est là, en effet, où l'introspection est arrivée assez vite, en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Il y a ça qui me manque, il y a ça qui est compliqué. Donc ça, c'était, on va dire, plutôt sur la phase de groupe. Et après, il y a eu une vraie introspection individuelle où chacun l'a vécu de manière différente. C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il y en a un dans l'expérience qui était déjà un peu un solitaire dans la vie. Et à un moment, il a dû écouter, moi, la vie en groupe, ça me fatigue. Donc je vais rester le plus possible dans ma grotte, dans ma tente, dans mon coin, ça me fait du bien. Je vais prendre des bouquins et je vais lire plein de bouquins. Et lui, il a volontairement, il s'est désynchronisé du plus possible des groupes pour vivre en décalage par rapport à la masse du groupe. Et encore une fois, c'est très bien passé, on s'en est très bien, mais lui, il avait besoin de vivre cette expérience en étant décalé des autres, alors que d'autres qui sont des animaux sociaux, ils disent moi je vais faire le plus de trucs avec plein de monde, je vais être dans plein de groupes et on va faire plein de choses. Donc chacun a vécu. Donc, parce que c'est une question qu'on me pose de temps en temps, il n'y a pas des gens qui ont changé de personnalité du jour au lendemain, ça a été plutôt un révélateur et un catalyseur de certaines personnalités qui sont plus ou moins affirmées. Et pour revenir, ça me fait penser à ta question de la hiérarchie. C'est assez marrant parce que même si des gens ne voulaient pas être des responsables, à un moment il fallait quand même que ça soit tournant. Et du coup, il y a des gens qui dans la vie normale n'étaient pas du tout des gens à responsabilité, c'était plutôt, sans de manière péjorative, des exécutants. Et du jour au lendemain, on leur a dit c'est toi qui vas être responsable. Et c'est assez marrant parce que ça a été très compliqué à gérer parce qu'ils se sont très vite ramenés à la logique hiérarchique, en mettant des coups de pression, en donnant des ordres. Écoute, moi sur ce cycle-là, je suis ton chef, donc on va faire ça. Et dans la grotte, ça marchait pas. C'est pas comme ça que ça marche, parce que les rapports sociaux n'étaient pas du tout basés sur la hiérarchie. Donc il y a eu un vrai décalage sur comment on arrive à convaincre, à faire bouger les gens dans des conditions compliquées, alors que ça marchait pas avec ces rapports sociaux. Donc une expérience humaine et sociologique passionnante. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Voilà, je trouve que l'expérience... Si vous pouvez parler un peu plus fort parce que je n'entends pas, monsieur. Je trouve que l'expérience humaine est vraiment fantastique par rapport à ce que vous avez décrit. J'aurais voulu savoir si les affinités que vous avez eues effectivement au niveau social pendant les 40 jours sous terre ont perduré ou ont perduré après l'expérience. Alors oui et non. Non d'abord parce qu'en fait, comme là on est encore sous protocole scientifique, on nous a demandé pas non plus, parce qu'on nous pose encore des questions, des tests psychologiques et autres, donc il ne faut pas qu'on biaise trop les résultats individuels qu'on peut avoir, mais on nous l'a juste dit comme ça. Et en tout cas, je parle pour moi. Je me suis pas fait des grands amis, je me suis fait aucun ennemi, mais c'est pas quelque chose d'une expérience où on se dit on est soudés pour la vie, c'est assez incroyable. Donc on restait en contact, notamment via nous, parce que alors s'il y a une logique hiérarchique, c'est que vous avez des gens qui sont éclatés dans toute la France. Il y a quelqu'un qui vit à La Réunion, il y a quelqu'un, donc c'est quand même assez complexe. Mais il y a des gens, je sais que j'ai envie de les revoir parce que ça va être, c'est devenu des bons amis. Et il y en a d'autres, j'ai pas du tout envie de les revoir. Voilà. Et peut-être ils disent la même chose de moi d'ailleurs. Certainement. Ouais, merci François. J'aurais voulu savoir comment le groupe de personnes avait été sélectionné. Toi, tu connaissais Christian, mais est-ce que Christian connaissait toutes les personnes? Ouais, il y a eu un vrai processus de sélection. Il y a eu 1500 candidatures qui ont été évaluées sur 2 batteries de tests. La première batterie de tests était des tests physiques. Alors l'idée, c'était pas du tout de chercher des machines. D'ailleurs, je serais le preuve qu'il y ait des lacunes dans la sélection, sinon. Mais le fait est que c'était avoir un minimum de conditions physiques pour pas que ça soit préjudiciable pour des questions de sécurité et de fonctionnement. Parce qu'à un moment, vous devez quand même être capable de porter un bidon de 30 litres sur le dos. Vous devez faire 25 mètres de rappel et remonter à main nue. Vous devez être capable de marcher entre 5 et 10 km par jour dans des conditions pas faciles. Donc il fallait un minimum de conditions physiques pour pas que ça soit préjudiciable pour le reste du groupe. Et après, on a eu des gros tests médicaux, évidemment, et des tests qui étaient assez durs, des tests psychologiques et psychotechniques, qui sont notamment basés pas mal sur ceux qui préparent qui partent dans l'ISS ou les futures missions martiennes. On a eu énormément de tests et il y a des gens qui avaient réussi tous les tests physiques et pour des questions psychologiques où les médecins ont dit nous on veut pas prendre le risque, cette personne pour nous elle nous paraît pas assez stable pour vivre une expérience comme ça traumatisante. Et pour faire un parallèle aussi, c'était des choses assez dures, mais avec l'extérieur, notamment les sous-mariniers, c'est que nous on a signé un papier quand on est rentré dans la grotte qui nous a dit voilà, sachez que c'est une expédition scientifique, vous serez isolé du monde, si un de vos proches est gravement malade, voire pire, vous ne serez pas prévenu, vous devrez gérer ça. Et donc ça a pesé pour certains.
également le rapport à la famille, qui avait voilà, une femme, des enfants. Alors il y en a qui disaient mes enfants ont beaucoup manqué, ils ont dit oh putain 40 jours sans enfants, ça va être génial, ça va être des vraies vacances. Donc chacun a géré à sa manière, mais ouais, le test ont été à la fois du physique et du psychologique. Et heureusement, parce qu'il y a des moments qui n'étaient pas faciles, et heureusement qu'il y avait un équilibre et une vraie complémentarité entre les équipiers là-dessus, quoi. On a essayé de varier un peu les profils psychologiques. Oui, ils ont pris des gens très instables comme moi et des gens beaucoup plus stables. Non, il y avait un mix de personnalités, voilà, où il y avait des gens... il y avait des gens qui étaient très introvertis, des gens extravertis, il y avait un libertarien, il y avait des gens qui étaient anciens militaires, enfin voilà, donc volontairement c'était, et moi encore une fois, je suis un rat de laboratoire là-dedans, donc j'ai pas tout le détail, mais je me doute qu'il y a vraiment eu une volonté d'avoir des profils différents pour voir si ça évolue et ça change quelque chose dans la grotte. Ouais, ouais Marion. Oui, est-ce qu'il y avait vraiment des gens qui voulaient abandonner et vous vous êtes remotivé ou... Non. Il y a personne qui a voulu abandonner en disant j'en peux plus, je veux partir. Il y a eu des coups de mou où il y a vraiment voilà, quand vous savez pas quand est-ce que vous sortez, c'est très difficile de se projeter. On se disait mais qu'est-ce que je fous là, enfin, ça va être interminable. Et donc à chaque fois on essaie de retrouver des réflexes temporels en se disant mais ça peut-être qu'on va réussir et en fait non, ça va rien avoir. Donc il y a eu des vraiment moments de démotivation parce que physiquement ça devenait dur, psychologiquement ça devenait dur, mais personne à un moment on s'est dit les gars je vous laisse, merci, au revoir. Et parce que les gens avaient été sélectionnés, il y avait une vraie motivation, et aussi quelque chose qui était, je pense, a été très important, et ça se retrouve aussi dans les valeurs militaires, c'est-à-dire que si une seule personne abandonnait, toute l'expérience s'arrêtait. C'est-à-dire que ça remettait en cause l'ensemble des aventures individuelles et du projet scientifique. Et ça, je pense que même si certaines personnes auraient pu à un moment se dire vas-y j'en ai marre, je m'en vais, ma femme me manque, mes enfants me manquent, j'ai faim, etc., à un moment, ils ont été assez vite raccrochés en se disant ouais, mais je peux pas abandonner les autres parce que c'est tellement un projet qui nous dépasse qu'il faut qu'on continue jusqu'au bout. Et ça a été une vraie motivation, je pense. Bah écoutez, merci beaucoup. Désolé, je vais vous voir après si vous voulez. Ouais, mais je sais pas, on m'a dit stop. Je sais pas. Bon, merci beaucoup. Bon samedi.